Moi, je suis Frédéric, hein, comme c'est écrit là-dessus. Je ne vais pas me mettre devant. 4D, je suis un peu un touche-à-tout, un peu un geek. Je suis bon. Alors, j'ai tendance à dire que je suis bon à rien, si ce n'est fédérer les gens. Pour moi, mon job dans la communauté radio-amateur, c'est d'aller chercher les capacités là où elles sont et de monter des projets communautaires. Et avec ce projet, le gros bond en avant qu'on a fait, c'est que là, on ne s'adresse pas à une communauté radio-amateur. Certes, les radio-amateurs sont les bienvenus, avec leurs connaissances, leurs capacités techniques. On a des gens qui ne sont pas du tout radio-amateurs. Alors, il y en a un dans la salle ici, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a déjà un là-bas derrière, qui a d'autres compétences techniques que celles, enfin, qui a aussi les compétences techniques radio, mais par d'autres côtés. Et ben l'idée, c'est nous radio-amateurs, on leur apporte quelque chose qu'ils n'ont pas, et eux derrière, ils nous apportent quelque chose que nous n'avons pas, et on avance tous les deux dans un projet. Donc le projet, c'est Meshtastic. C'est super dur à dire, c'est comme ça. Pourquoi on parle de Golix? Parce que c'est une petite communauté naissante, enfin, qui est plus vraiment petite d'ailleurs maintenant, qui commence à bien grandir, hein, Patrick, tu en confirmes, où on se retrouve régulièrement pour échanger, pour dialoguer de nos paramétrages et tout ce qui va. Donc c'est vraiment une communauté qui n'est non radio-amateur. Le principe, pourquoi on parle de Meshtastic? Alors le tastic, pour moi, je ne vais pas vous expliquer. Ouais. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais par contre, on a un principe de mesh. Alors le réseau mesh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est en gros, je vais vraiment aller très schématiser, c'est tout client devient relais. C'est-à-dire que vous allez monter une application, par exemple ça là. Ce que j'ai autour du cou, c'est un modem Meshtastic de type LTEC. On aura l'occasion d'en reparler si vous voulez. Ben là, il donne ma position sur le salon, on peut me suivre, on peut voir où je suis en train de me promener. On a pu me suivre ce matin à l'arrivée, on a pu suivre d'autres qui étaient équipés. Mais lui, par exemple, quand je reçois une trame, il la réémet. Alors, il y a des systèmes de sécurité, d'acquisition, de contrôle de nombre de bons. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique non plus. Célestine vous en parlera après moi. Mais en gros, tout ce qu'il reçoit, s'il peut, il le retransmet à côté. Ça veut dire que on est vraiment dans ce schéma-là. Hein. Hop, je vais passer de l'autre côté. Je suis désolé. Donc ici, on voit un réseau type de Meshtastic. Donc tous les petits boîtiers qui sont là, hop, ils font tous et clients, entre guillemets, si on veut parler en termes informatiques, et serveurs. C'est vraiment important à comprendre parce que c'est vraiment le cœur du réseau. Ce réseau, il existe parce qu'il est méché. Et il s'étend parce qu'il est méché. On peut y relier en Bluetooth sur les petits modules comme ça, on peut y relier nos téléphones qui soient Android, iOS. Pour les autres systèmes, là je ne peux hélas pas vous répondre, mais je vais on vous donnera un autre élément de réponse aussi plus tard. On peut y relier des ordinateurs, bien entendu, ça c'est Célestine qui vous expliquera plus précisément ce qu'on peut faire avec. Donc c'est bien, j'insiste bien sur le fait que c'est un réseau méché communautaire. C'est-à-dire, n'attendez pas, comme dans le monde radio-amateur, que 3-4 personnes se regroupent pour monter un relais sur un point haut. C'est monter des relais, monter des installations chez vous, elles deviendront systématiquement aussi relais. Pour parler matériel, c'est des matériels qui sont assez économiques. Hein. On vous en parlera à la fin, mais pour commencer dans Meshtastic, envisagez pas un budget à 500 €, c'est pas la peine. Hein. Ou alors c'est plus un budget de démarrage que vous faites là. Oui, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. On vous en dira un peu plus à la fin où on parlera. J'aime pas parler d'argent tout de suite, je préfère évacuer le projet pénible à la fin. C'est du matériel qui est très très sobre en termes de consommation énergétique. Ah, je vois qu'il y en a un qui est déjà mis. C'est du matériel qui peut être autonome solaire. Donc ça veut dire vraiment que c'est un matériel que vous pouvez installer sur le toit de votre maison, vous le laissez tourner et ça devient un relais quasi permanent. Ce qu'on fait nous sur Saint-Étienne pour l'instant, parce qu'on a un petit réseau dans la Loire qui se développe bien en parallèle, enfin même pas en parallèle, hein, dans la suite de Golix, hein, puisqu'on est relié au serveur Golix d'une autre manière. C'est un... Alors on va parler de distance. Il y a un truc chez les radioamateurs qui revient souvent, c'est quelle distance je peux parcourir. C'est normal en plus. Hein. La liaison qu'on a fait nous, et celle-là quand je dis qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a vraiment testé, validé et touché du bout des doigts. On est à 70 km en respectant la législation, c'est-à-dire en gardant l'idée des 500 milliwatts d'émission. En gros, hein, bon, pour les autres, mais pour ceux qui en font pas du tout de radio, c'est on a droit à 500 milliwatts. Si on met une antenne de 6 dB, il va falloir diminuer la puissance de sortie du module, ce qui va diminuer sa consommation et diminuer tout le reste. Oui. On a les deux fréquences, on en parlera tout à l'heure, Célestine fera le tour. Là sur le salon par exemple, on a mis du matériel en démonstration.
On a un nœud en 868 mégas et un nœud en 430 mégas, tous les deux sur bande ISM, pas sur bande radio amateur, on est bien d'accord. Ils n'ont pas d'indicatif radio amateur, je dis ça pour la discussion qu'on a eue avec Jean-Louis derrière tout à l'heure. Ils sont reliés tous les deux, c'est-à-dire que tout ce qui va rentrer par la voie 430 ressort sur la voie 868 et sens inverse aussi, mais encore une fois, avec les puissances normales, avec le fait que ce n'est pas des indicatifs radio-amateurs. Moi, dans ma balise textuelle, j'ai mon indicatif radio-amateur parce que je suis désolé, c'est comme ça. Mais demain, Patrick, qui n'a pas de licence radio-amateur, il va mettre son prénom. C'est vraiment un titre informatif. Je vais aussi attacher une grande importance sur un terme. Tout à l'heure, on en parlait par rapport à comment taper dans les communes pour leur expliquer ce qu'on veut faire. C'est un réseau qui est résilient. C'est les termes à la mode aujourd'hui en termes de gestion de crise, de catastrophes naturelles telles qu'on connaît sur l'Isère aujourd'hui, sur d'autres départements il y a 2 jours. On a un collègue dans le 16 qui avait les pieds dans l'eau il y a 2 jours à peine. C'est un système en fait qui dépend totalement d'une technologie commerciale. C'est-à-dire que demain, du moment que vous êtes capable d'assurer l'autonomie énergie du module, il fonctionnera. Aujourd'hui, pour des raisons d'étendue du réseau, on passe par Internet, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix si on veut dialoguer, par exemple, entre moi et Valentin dans le 38. On n'a pas de quoi faire la liaison purement radio. Demain, cette liaison elle sera existante. On coupera l'accès Internet, c'est pas un problème. On m'a déjà aussi posé la question. Dans ma petite valise de démonstration, il y a un petit serveur de données qui nous permet justement de croiser ces 2 réseaux. Ce serveur-là, il est indépendant d'Internet. Là, aujourd'hui, ma valise, elle n'est pas reliée à Internet. Et ça fonctionne très très bien. Donc là, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à apprendre et justement des termes qu'il faut bien employer quand tu vas voir ta commune, par exemple, c'est vraiment ce côté résilient. C'est-à-dire que du moment que l'endroit où tu l'as mis, si tu le mets sur un pylône, le pylône est encore debout, ça fonctionnera. Bon, effectivement, si tu le mets sur un pylône qui tombe, là, par contre, tu remontes avec un autre module, tu mets un bout de 10 mètres de canne à pêche style Speeder Beam, tu mets ton module au bout et voilà, tu as de retour un mât qui est un système qui sera fonctionnel. J'ai oublié de parler d'un truc hyper intéressant, c'est un projet qui est open source. C'est-à-dire qu'en gros, le but du projet, il est communautaire, c'est-à-dire qu'on est là pour partager. On n'est pas là pour faire et garder les infos pour soi. Ça, moi, je m'y bats beaucoup, et ça tombe bien, c'est la philosophie de Golix. C'est de dire, on est là pour, 1, essayer d'expliquer aux gens, 2, progresser en même temps, tous progresser à la même vitesse ou pouvoir entraider, beaucoup d'entraide. Et le phénomène que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, et là, c'est moi qui m'y engage en tout cas, tout ce que moi je ferai, tout ce que moi j'écrirai sur Internet, c'est open source. C'est accessible à tout le monde et c'est open source. Donc ça veut dire que demain, vous voulez le prendre, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez dire que c'est moi qui l'écris, merci. Vous voulez dire que c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas grave, c'est le principe de l'open source, je le mets à dispo de la communauté. On réglera les problèmes de licence avec Célestine après, justement, quand c'est quand même un peu obligé de dire que c'est Golix qui a créé le document que vous êtes inspiré. Mais c'est juste une question de respect humain. C'est pas une question de royalty, rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors les modules qui sont là, ils sont assez représentatifs justement. Effectivement, la fonction première, ça va être de la géolocalisation. En gros, pour les radioamateurs, faire un peu de la PRS, avec un autre protocole et sur d'autres fréquences. Mais on va faire comme la PRS. Vous allez vous voir vous promener sur un fond de carte. Tout à l'heure, tu as montré l'application. Si dans l'application Android ou iOS, vous avez carrément un fond de carte intégré et vous pouvez aller voir où vous êtes vous et surtout où sont les gens qui sont autour de vous. C'est pour moi pas la fonction première. Enfin, c'est pas la fonction la plus importante. La fonction la plus importante, c'est assurer de transfert de, entre guillemets, mini-messages, quel que soit l'état du temps et de la crise, par exemple. Alors moi, j'ai un côté très, avec FRMcom, j'ai un côté qui est très, très résilience, gestion de crise et compagnie. Donc moi, par exemple, le projet m'a beaucoup attiré parce que justement, je peux, même s'il n'y a plus de téléphone, même si le réseau GSM est tombé, que pour X raisons, les relais radioamateurs non secourus ne sont plus efficaces, mon système à moi, comme il est résilient, qu'il n'y a pas de technologie commerciale à l'intérieur. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de technologie commerciale, il y a une petite puce qui est commerciale, mais voilà, après tout le monde est libre de l'acheter, de l'intégrer dans ses montages. Mais pour moi, c'est vraiment un point important, ce côté-là. Et le truc qu'on a commencé à regarder, mais là notre collègue qui est plus avancé, qui est Kevin, il n'est pas là, c'est la partie télémétrie. C'est-à-dire qu'on discutait tout à l'heure avec des responsables de relais. Par exemple, ça peut vous permettre de faire du contact ouverture de porte. On sait que les relais sont régulièrement visités. Je vais être gentil avec le terme visité, Eric. Donc on sait que ça arrive, vous pourriez vous en servir pour faire remonter une alarme. Attention, j'ai perdu le contact de mes panneaux solaires.
Là, je parle du réel, mais je sais qu'Eric voit bien à quoi je parle. Ça peut être, attention, quelqu'un a ouvert la porte. Ça peut être, je suis, ce qui est le cas d'autres relais, autonome en énergie. Fais attention, la batterie elle est un peu basse, ça va peut-être falloir regarder pour monter avec un groupe ou moi la recharger un peu. Donc quand on parle nous télémétrie, c'est ça. Hier on a abordé le sujet lors d'une visioconf avec Patrick qui est là et Kevin, de dire par exemple ça serait faire remonter du niveau d'eau. Je parle plus pour la partie Adrasec qui est là-bas par exemple, c'est de se dire on pourrait mettre des petits montages le long du fleuve, si on prend le 69 le long du Rhône, et de dire attention c'est en train de monter, attention c'est en train de descendre. Ça après la technologie des capteurs, on a des capteurs non intrusifs, on n'a pas besoin de descendre dans l'eau, enfin voilà, après ça c'est une autre perlenche, mais ça pourrait aussi permettre à ça. Là on a un panel qui n'est pas bloqué, mais qui est pour moi des 3 principales caractéristiques et utilités du réseau. Après n'hésitez pas, ceux qui en font, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à venir me tirer l'oreille et à me poser des questions. Je vais aborder un truc qui s'appelle financier. Je vais aborder un aspect financier sans parler du prix des modules. Ça, je vous ai dit, je vous garderai la surprise pour la fin. C'est un système, donc quand je dis qu'il est résilient, c'est un système en plus qui n'a pas de licence d'exploitation à payer. On est sur des bandes ISM, donc il n'y a pas un centime à donner à qui que ce soit pour utiliser ce réseau-là. C'est un système qui n'a pas de taxe étatique. Donc l'État ne vous demandera pas de l'argent si vous mettez en place ce genre de système chez vous. Et c'est un système qui ne nécessite pas un abonnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre module, à part les petites batteries que vous rajouterez en plus, éventuellement un petit interrupteur, des petits boutons, vous n'aurez rien à rajouter toute la vie du module. J'insiste bien parce que c'est quand même un côté aujourd'hui qui est important. Ce n'est pas un système qui vaut une fortune. Et c'est un système, vous voyez, moi j'ai un super boîtier, ça a été super dur à faire. J'ai reçu un module, j'ai percé pour mettre l'antenne et puis voilà, mon boîtier il marche. Eric, je t'ai pas demandé, mais le boîtier de ton TDEC, c'est pareil, c'est le boîtier d'origine. Le TDEC, voilà, le TDEC a été livré là-dedans. Voilà. Donc vous voyez, on n'est même pas à dire j'ai pas d'imprimante, je sais pas faire des boîtiers. Si prenez un boîtier, du moment que vous saurez manier une perceuse, vous arriverez à faire quelque chose. Et je pense quand même que la majorité des gens qui sont présents sur un salon radio amateur, j'espère, savent au moins manipuler une perceuse. J'ai pas dit la manipuler en sécurité. Hein. Oui, alors moi j'ai une spécialité. On a fait il y a quelques années, Célestine, je sais pas si tu étais là cette année-là, on a fait un truc qui s'appelait Radio Hermitage. On a un super centre, je vous encourage à aller voir sur le site, qui est l'Hermitage Lab dans le 60. C'est un site qui est ouvert à expérimentation en tout genre. Ils sont hyper ouverts pour accueillir des radioamateurs pour expérimenter sur leur terrain. Et quand je dis hyper ouvert, si vous avez le responsable, vous pouvez lui parler de nous, des expériences qu'on a fait, parce que c'est chez eux qu'on a fait 2 Hermitage Lab. En gros, c'est une réunion de geeks autour d'une table, et ça part de tous les côtés, les idées fusent, on retrouve l'aspect communautaire, parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas radioamateurs, on se retrouve entre copains, entre guillemets, entre copains de geekerie, on développe, on augmente, et on avait une société qui s'appelait ENF, qui aujourd'hui n'existe plus. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, qui a été rachetée, et que la personne qui a racheté a fait faire fermer. Je les ai étonnés, tu dis on peut faire un trou avec des ciseaux, moi il fallait faire un trou dans un boîtier plexo pour passer un câble, j'ai pris mon fer à souder, j'ai percé. Hein. Et là on m'a regardé. Mais ça va pas être rond. Ah si, c'est rond. Bon bah c'est bon, j'ai fait un trou avec un fer à souder. Donc tout ça pour dire que du moment que vous bricolez un tout petit peu, c'est pas non plus l'aspect boîtier qui va vous coûter cher dans le montage. Il faut que j'accélère un peu, peut-être. Il faut me dire si je suis trop lent. Alors... Dans les autres avantages, parce que le financièrement était... Ouais, je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'ai presque fini, moi, de toute façon. Après, c'est Célestine qui va travailler, chacun son tour. Dans les avantages, on a parlé de l'aspect sans abonnement, sans licence, on a un autre abonnement. Je vais y arriver. Un autre avantage qui est la présence de canaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à un seul canal, entre guillemets. Alors, pas canal au sens radio du terme, mais canal au sens discussion du terme. C'est-à-dire qu'on a un premier canal dans lequel va passer toute la télémétrie. Après, si vous voulez plus de technique, même après le passage de Célestine, on est là toute la journée. Tous les gens qui se promènent un peu avec ça autour du cou, on est plusieurs ici, il y en a d'autres. On est là pour vous répondre. Il y a le stand de la RAD, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, qui nous accueille gentiment, sur lequel il y a du matériel en exposition. Il y a des petites bandes... avec plein de petits codes QR pour aller voir notre wiki, tout ce qui va derrière, où trouver les informations. Donc, je vais reprendre. On a établi un plan de canaux. Ouais, un plan de canaux, ça ira mieux. On s'est dit, on va garder
Je sais jamais si c'est 5 ou 6 canaux, Patrick. Sur 5 canaux. On a 5 canaux qui sont dits nationaux. C'est-à-dire que ces 5 canaux, là c'est propre à Golix et pas au protocole, enfin au système meshtastic. On s'est dit les 5 premiers canaux, on ne les change jamais de nom. Ce qui veut dire qu'au niveau national, si demain je vais me promener en Corse, je vais prendre mon module, ces 5 premiers canaux, je pourrais dialoguer dessus, je suis sûr que quelqu'un m'entendra. Du moment qu'il y a du monde en réception, on est bien d'accord. Plus après, on a quelques canaux qui sont ce que moi j'appelle des canaux entre guillemets locaux. C'est-à-dire par exemple, moi, pour mon application dans le 42, et c'est aussi un canal, bah non, c'est aussi un canal national, j'allais dire celui des associations agréées de sécurité civile. Mais par exemple, moi, j'ai créé un canal avec le nom de ma commune. Donc j'habite dans une commune qui s'appelle la Ricamarie, cherchez pas sur une carte, il n'y a aucun intérêt à la trouver. Mais par contre, ce canal-là, il ne va être répété que par les modules qui seront présents dans la zone géographique de la Ricamarie. L'idée, c'est de pouvoir aller voir ma commune et leur dire on va fournir un système à vos citoyens qui soient capables d'interagir entre eux, même quand il n'y a plus de téléphonie. Bon, et d'interagir avec la mairie, bien entendu, hein, s'ils sont équipés. Voilà, donc moi j'avais donné des exemples, hein, donc j'ai un exemple qui s'appelle département, parce que je suis en train de dialoguer avec le département de la Loire, et d'ailleurs j'ai une petite surprise à annoncer à Patrick. Avec le département de la Loire, donc je leur ai pris un canal libre qui s'appellerait département de la Loire. Ce compte-là, je vous encourage à venir dans le département de la Loire, il y a des très jolies choses à voir, contrairement à ma commune. On va avoir un canal qui va s'appeler la Ricamarie, par exemple, parce que c'est ma commune, hélas. Et puis j'en ai un qui va s'appeler, là je vais vous faire rire, moi je l'ai appelé Copain Plus Plus, ou alors on pourrait l'appeler le bar du coin, l'endroit où on se défoule, qui là ne sera pas répété au niveau national, on est bien d'accord, mais où là on peut discuter de tout et de rien. C'est vraiment un défouloir. Quand je dis le bar du coin, c'est là où on peut dire par exemple, ah je suis coincé, j'ai mal au dos, je peux pas bêcher, attends, moi je peux venir t'aider, je te donne un commun, paye un café, et puis voilà. C'est vraiment un lieu d'échange, ce canal-là. Ouais, je sais, le bar du coin, ça parle bien, parce que quand on habitait dans les petites campagnes, c'était toujours au bar du coin qu'on se retrouvait pour parler de tout et de rien. Pour ma part, et avant de revenir vers vous pour la dernière partie, je vais donc passer sur la partie technique la parole à Célestine, qui est beaucoup plus calée que moi dans plein de domaines. Mais encore une fois, on est dans un réseau communautaire, donc on n'hésite pas à... C'est pas une honte de dire on sait pas faire, je sais pas faire. Célestine prend donc la relève. Merci Fred. Alors, je vais repartir déjà sur cette slide. Donc, dans un premier temps, on va parler de la topologie du réseau meshtastic. Donc, ce réseau-là, en fait, il s'appuie sur des modules qui vont vous permettre de pouvoir transmettre des messages. Donc, soit d'un module à un autre. Et on parlait tout à l'heure de mesh. S'il y a des gens qui ont peut-être des connaissances en réseau, c'est pas un réseau full mesh. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de voir tous les modules de votre réseau pour discuter avec eux. Si par exemple, un de vos collègues n'est pas vu de vous directement, mais qu'un intermédiaire peut faire le relais, les messages vont passer de l'un à l'autre. Les messages vont passer de l'un à l'autre, même si vous ne voyez pas directement l'un à l'autre. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de MQTT, peut-être plus tôt. Le principe, en fait, c'est que tant qu'on n'est pas capable d'avoir une couverture nationale, on va pouvoir, relier deux bulles meshtastic ensemble. Comme typiquement tout à l'heure, Fred disait qu'il veut pouvoir discuter avec des copains qui sont dans le 38, peut-être en Corse aussi. MQTT, en fait, c'est une espèce de boîte aux lettres dans laquelle des modules qui seront connectés pourront aller poster et écouter des messages. Et donc après, on peut créer ce qu'on appelle des sujets, des topics. Et justement, sur les questions réglementaires qui ont peut-être été élevées avant la conférence, on peut créer un sujet de discussion dans lequel on va interconnecter des modules qui ont le régime de fonctionnement des bandes ISM. On y reviendra tout à l'heure. Et d'un autre côté, les radioamateurs. Et si jamais vous voulez faire des expérimentations locales avec d'autres canaux que les canaux du réseau Golix, vous pourrez en fait faire votre propre topic et faire coexister votre réseau. Voilà. Alors, une petite précision rapidement. Vous avez peut-être vu parler de LoRa.
LoRa, en fait, c'est une technologie dont on a déjà entendu parler dans le monde radio-amateur, puisqu'il y a des gens qui ont fait des modules APRS sur LoRa. Mais il y a aussi une technologie d'objets connectés qui s'appelle LoRaWAN. Ces technologies-là, en fait, elles s'appuient sur la couche radio LoRa. C'est-à-dire qu'en fait, on a des modules qui sont capables d'émettre de la même manière qu'on avait les modems AFSK 1200 pour transporter de la PRS. Mais ces modems-là, ils pouvaient transporter beaucoup plus que de la PRS simplement. Et donc, pour la précision, les objets connectés LoRaWAN, en fait, ils utilisent une couche protocolaire qui est supérieure mais qui s'appuie sur LoRa. Et de la même manière, les modules Meshtastic ont leur propre protocole. Et ce protocole-là va permettre donc aux modules de communiquer ensemble. Par contre, on ne pourra pas faire communiquer des modules Meshtastic avec un réseau LoRaWAN et vice-versa. Très important. Les bandes de fréquences. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a deux régimes d'exploitation. La bande ISM, donc les bandes ISM. Donc le principe, c'est que vous utilisez vos modules sans licence. La particularité, notamment pour les bandes 433 et 868 MHz, c'est qu'on a des limites d'émission en puissance. Donc on a 10 milliwatts pour la bande des 433 MHz, avec un rapport cyclique de 1% de mémoire, ce qui veut dire en fait que votre module, par exemple, sur 100 secondes, n'a le droit d'émettre qu'une seule seconde. Et pareil, si jamais vous considérez la durée d'émission sur 1 heure, vous n'avez le droit en fait d'émettre que 1% du temps au total sur cette période-là. Donc ça peut poser très vite des limitations et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pour de l'utilisation sans licence, on préconise plutôt d'utiliser la bande 868 MHz parce que sur cette bande-là, on a une puissance d'émission qui est bien plus forte. On peut émettre jusqu'à 500 milliwatts. Et en plus de ça, la bande est beaucoup plus petite qu'en ISM. Par contre, l'avantage de cette bande-là, c'est qu'on peut émettre 10% du temps sur un module. Par contre, pour précision, avec cette histoire de rapport cyclique, c'est vraiment le temps d'émission considéré pour un module. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez 10% du temps à monopoliser la radio, ça ne va pas empêcher votre petit collègue à côté de lui pouvoir émettre pendant 10% du temps aussi. C'est juste que votre module n'a pas le droit de monopoliser plus de 10% du temps radio, en absolu. Après, il y a un projet, je montrerai rapidement la photo sur la slide suivante. On a un constructeur de matériel, Liligo, qui est en train de faire un prototype pour pouvoir travailler sur 144 mégas. Donc uniquement à usage radio-amateur sur le coup, et qui est encore en cours de développement, avec des tailles de canaux qui seront plus petits que ce que je vous montrerai plus tard, forcément vu qu'on a la limite des canaux imposés par la réglementation. Mais il y a cette initiative-là qui va bientôt arriver. Et enfin, en dernier, il y a une bande qui n'est pas beaucoup utilisée aujourd'hui, mais qui a du potentiel pour pouvoir faire du LoRa en milieu dense. Par exemple, si vous voulez utiliser du LoRa du Meshtastic, par exemple, pour discuter sur une manifestation, par exemple, avec vos petits collègues, vous avez la bande des 2 Go 4 qui, elle, du coup, est soumise aux limites classiques, donc pas de limite de mémoire sur le temps d'émission, sauf erreur de ma part, et 100 milliwatts de puissance maximum. Voilà. Et après, les limites de bande, donc c'est 2 Go 4 à 2 Go 483,5 MHz pour 2 Go 483,5 pour la bande haute. Et pour le régime radio-amateur, où on a une limite de puissance qui est beaucoup plus élevée, 120 watts en entrée de coax, là par contre, on a une limite de bande qui va de 2 Go 4 à 2 Go 45. Pour le reste, vous êtes en fait techniquement limité à vos bandes. Donc le 800 mégas, c'est niet pour les radioamateurs. Enfin, mais dans l'usage radioamateur, alors l'usage radioamateur, la grosse différence, vous n'avez plus le rapport cyclique maximum à respecter et vous êtes soumis à vos limites de puissance pour la bande. Donc 60 watts pour un module, vous pouvez le faire. Mais du coup, la bande du 168 mégas, inaccessible. Voilà. Et pour 433, naturellement, de 430 à 440, en s'insérant de manière non intrusive dans le plan de bande avec les installations locales. Et en suivant
de préférence les préconisations du REF et du plan international. Voilà. Donc voilà, juste une petite illustration rapide de ce prototype qui est en cours de développement pour faire du Meshtastic et du LoRa sur 144 MHz. Donc, ce qui nous permettra d'accéder à une bande plus basse avec une meilleure propagation, notamment pour passer les reliefs. Voilà. Et s'il y a des gens intéressés, donc vous pouvez prendre le lien sur le QR code et on pourra vous partager les slides après si ça vous intéresse. Ensuite, donc ça c'est un héritage de la norme LoRa. On a plein de modes de transmission différents qui ont, on peut en fait choisir un compromis entre distance et vitesse. Forcément, donc, les vitesses les plus rapides que vous pourrez atteindre avec Meshtastic, c'est à peu près 10-11 kilobits seconde. Par contre, forcément, avec une distance maximale atteignable qui sera moindre, et on peut descendre jusqu'à 90 bits par seconde avec des canaux qui seront plus serrés, mais du coup qui porteront à peu près 50 fois plus, 50 fois plus loin. Voilà. Donc si vous arrivez à mailler votre réseau de manière très dense, vous pourrez monter une bulle locale, et c'est là où MQTT prend tout son intérêt, c'est que vous pourrez mettre en fait une bulle locale sur laquelle vous allez mettre un débit plus élevé, et où vous pourrez échanger beaucoup plus de messages. Et si, par exemple, dans une zone en fait plus rurale où vous aurez peut-être moins de modules déployés, vous choisirez un canal qui sera avec un débit beaucoup plus faible, mais qui permettra de porter plus loin et de joindre les modules qui seront vraiment en limite de couverture. Voilà. Et la dernière chose, les budgets qui sont donnés, en fait, ils sont récupérés sur la documentation de Meshtastic. Ils sont donnés pour une émission à 280 milliwatts. Voilà. Sécurité. Donc, la norme Meshtastic prévoit en fait une couche de chiffrement. Alors, tout de suite, on va entendre des gens hurler parce que chiffrement et bande radio amateur, c'est pas terrible. Mais il faut savoir qu'en fait, cette fonction de chiffrement, elle est débrayable. Et en fait, lorsque vous configurez votre module, vous avez le choix de dire mode radio amateur ou mode pas radio amateur, qui va vous débrayer la limite de temps radio maximum et la fonction de chiffrement, déjà. Je me suis un petit peu amusé à analyser le code des modules pour voir un peu ce que ça donnait. Si demain vous comptez déployer du Meshtastic en association de sécurité civile, je vous invite à faire très attention sur les possibilités, les limitations de cette fonction de chiffrement, parce que vous allez pouvoir protéger vos messages à l'écoute en instantané, et pour quelqu'un qui a peu de moyens technologiques et qui n'aura pas les compétences. Par contre, si dans votre facteur de menace, vous intégrez en fait le fait que vous avez des données confidentielles à transmettre et que potentiellement elles peuvent être interceptées et déchiffrées plus tard, il faut savoir qu'en fait, un acteur malicieux peut enregistrer tout votre trafic, et s'il réussit à mettre la main sur un de vos modules plus tard, ou sur un de vos téléphones, ou sur votre QR code qui contient toutes les informations de configuration des canaux, toutes vos données sont en clair en fait. Et l'autre chose très importante pour ceux qui ont peut-être travaillé dans l'armée, qui ont fait leur service plus tôt, par rapport à la protection des transmissions, on n'a pas de contrôle de l'intégrité. C'est-à-dire que votre clé va protéger vos messages, par contre, elle ne va pas garantir que l'intégrité des messages est respectée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va essayer d'insérer du trafic à l'aveugle c'est peut-être peu probable, mais quelqu'un à l'aveugle va pouvoir vous faire voir des messages corrompus. Et s'il a un peu de chance et s'il y a des attaques qui sont découvertes entre-temps, il n'est pas impossible en fait qu'on vous injecte des messages sans posséder la clé. C'est peu probable, mais c'est une possibilité qu'il ne faut jamais écarter. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'un module qui est confisqué, les clés, en fait, il n'y a pas de stockage sécurisé des clés sur les modules. Ce qui fait qu'on vous vole un module,
Si vous travaillez sur un canal qui est censé rester confidentiel, considérez que vos clés, elles sont fuitées, qu'on peut les récupérer. Voilà. Petit point avec les bémols. Après, bon, vous allez me dire, faire des modules, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces modules? Aujourd'hui, en fait, vous avez plein de possibilités déjà pour vous y connecter. Vous pouvez vous y connecter via une connexion série en USB. Vous pouvez vous y connecter en Bluetooth, à partir d'un téléphone, d'un PC portable, ou même d'un PC fixe, peu importe, ou d'un module embarqué qui aurait une fonction Bluetooth. Et vous pouvez le connecter sur votre réseau local en Wi-Fi. Donc si par exemple vous avez un camion avec une bulle tactique, vous pouvez en fait rattacher votre module sur le réseau de votre camion. Voilà. Après, pour l'exploitation, on a certains modules qui ont des récepteurs GPS qui sont parfois un petit peu capricieux, ou vous pouvez être dans un cas où vous avez un bon récepteur GPS sur le module, mais où vous, sur vos applications, vous n'avez pas votre propre récepteur GPS, par exemple sur un PC portable, et vous voudriez pouvoir échanger votre position, soit dans un sens, soit dans l'autre. Les modules Meshtastic peuvent partager dans un sens ou dans un autre la position. Voilà. Donc si vous avez par exemple un très bon récepteur GPS sur votre téléphone, vous pouvez partager votre position et l'exploiter plutôt que celle du module, ce qui par exemple va vous permettre de démarrer très rapidement une session de localisation en temps réel si vous faites de la géoloc. Et dans le sens contraire, si vous posez un camion qui lui va avoir un PC qui n'a pas de puce GPS, vous allez pouvoir récupérer la localisation du camion sur votre appli. Donc si par exemple vous faites une chasse au renard que vous coordonnez avec des modules Meshtastic, vous pourriez en fait récupérer votre position en temps réel pour pouvoir mieux voir où est-ce que vous êtes sur votre fond de carte. Après, faire des interconnexions avec du matériel, c'est très bien, mais il faut quand même qu'on puisse les connecter à des applications. Et alors là, on a plein de possibilités. On a une application en ligne de commande qui permet d'administrer les modules. Et après, en ligne de commande, il serait possible d'aller récupérer les flux bruts pour pouvoir les analyser. On a un client graphique qui s'appelle MQTT Connect, si je ne me trompe pas, Fred, pour lequel on a fait d'ailleurs un script d'installation, si vous pouvez l'utiliser sur un PC avec Linux. Vous avez des applications sur vos téléphones, donc Android, iOS principalement. Si vous avez d'autres cas un peu particuliers, on pourra en discuter, les sujets qui peuvent être à l'étude. Et enfin, vous avez donc sur vos propres modules une application web. Donc si vous avez en fait votre module connecté en Wi-Fi, votre module peut servir une interface web qui va vous permettre d'émettre, de recevoir vos messages et qui va vous permettre également de peut-être voir en fait une petite vue cartographique si vous êtes connecté à Internet de l'autre côté. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez, et ça c'est un sujet en fait sur lequel on est en train de travailler avec Fred, pouvoir faire tourner sur votre bulle tactique un serveur avec un fond de carte autonome et sur lequel vous pourrez afficher vos positions ou poser des éléments à retransmettre. Et enfin, c'est un système qui est génial parce que vous disposez d'une API lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi. Et en fait, une API, c'est une interface de programmation. Ça va permettre de dire si vous avez un cas d'usage en fait qui n'a pas été pensé par les développeurs des applications actuelles, vous allez pouvoir vous intégrer en fait avec des modules existants. Donc c'est une techno en fait qui a un potentiel illimité puisque il vous suffit vous d'aller dire j'ai besoin d'échanger telles informations. Et typiquement là, ce que tu disais Fred, tu sais sur le système d'échange en fait opérationnel. On pourrait très bien dire cette application d'échange, au lieu de passer sur du Wi-Fi, de l'Amnet ou même des réseaux publics, on pourra utiliser le système Meshtastic pour faire échanger les messages. Voilà. Il y a un petit peu de travail à faire pour spécifier le protocole, nous, en applicatif comme on veut, mais c'est des choses que vous pourrez faire en fait, derrière. Et après, donc, on vous a lâché déjà donc, sur nos badges, sur les affiches que vous verrez sur le salon, et sinon on pourra vous renvoyer les slides. On vous a laissé quelques liens en fait avec de la documentation. Donc l'introduction à Meshtastic, qui en fait c'est vraiment la documentation officielle du projet, mais elle est en anglais malheureusement. On a tout le travail qui a été fait par les contributeurs du réseau Golix. Et enfin, on a l'outil de cartographie qui a été développé par Valentin qui nous permet
qui justement fait aujourd'hui l'usage de cette fameuse... non, qui ne fait pas l'usage de l'API, qui vient se connecter en fait à des réseaux au travers d'MQTT. Donc, comme on disait tout à l'heure, avec MQTT, on peut connecter des nœuds Meshtastic pour connecter des bulles réseau ensemble, mais aussi on peut faire des applications qui vont discuter avec des bulles directement sans passer par la radio. Voilà. Je te passe la main. Merci. Je vais essayer de reprendre après Célestine, vous allez voir, moi ça va être beaucoup moins technique. Tout à l'heure, je vais vous parler de 2-3 trucs, puis par exemple je passerai la parole à Valentin qui nous décrira son application, si ça te va. On a la chance qu'il soit parmi nous. Dans les doc exemples que vous ont cités, Célestine, le site internet Meshtastic est une vraie mine d'or. Mais quand même bon courage à vous pour le comprendre. Des moments c'est un peu tordu. Hein, Patrick ? On passe quelques heures à la traduction. Voilà. Par contre, si vous êtes très bon en traduction, on est aussi preneur d'un retour de la partie traduite pour alimenter le wiki des FRMcom. Donc on a mis en place un wiki, c'est un système d'information où on saisit un peu toutes les notes, les trucs qu'on fait qui vous permettent de suivre. Sachez que vous pouvez aussi y participer en tant qu'auteur, entre guillemets. Il est hébergé par FRMcom parce qu'il fallait bien trouver un endroit pour l'héberger. FRMcom a déjà son propre wiki. Il est géré principalement par moi, mais par exemple Kevin qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est un peu loin m'a fait des articles. Au pire vous me les envoyez dans un document traitement de texte et moi je ferai la traduction pour le mettre sur le wiki et il sera signé de votre nom et pas du mien par contre, hein, si on écrit dans l'autre sens, l'idée c'est pas de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc l'outil, et maintenant on va parler de financier, mais vraiment financier ce coup-ci. Je vais vous parler d'euros parce qu'il faut bien y arriver à un moment ou à un autre. Un module comme ça par exemple là, vous comptez une vingtaine d'euros, 25 euros. Avec 25 euros, vous allez devenir un nœud et participer au réseau et un client. Il y en a un qui est un tout petit peu moins cher, qui a 23 euros, qui n'a pas la puce GPS. Honnêtement, pour la différence de prix, je vous encourage, même si c'est pour laisser à la maison, à prendre celui de la puce GPS, parce qu'on est quand même dans des choses assez proches de ça. Pour équiper un véhicule, par exemple, moi ma voiture est équipée en permanence, comptez un budget de 70 euros, y compris l'antenne magnétique 868 mégas bien calée. Faites attention quand même, quand vous achetez des antennes magnétiques sur des sites un peu étrangers, on va dire, vous allez en acheter beaucoup. Quand vous allez passer à l'analyseur d'antenne, vous allez en jeter beaucoup. Et quand je dis jeter, c'est jeter, parce que par exemple sur les antennes fixes de la maison, j'en ai essayé, qui étaient données pour aller et sur la bande 868 et sur la bande 915, puisqu'aux États-Unis ils ont une bande supplémentaire à la nôtre qui est sur 915 mégas. Elle était accordée ni sur 868 ni sur 915. Alors si on peut les chimistrer, hein, il suffit de les ouvrir, on va les rallonger, les raccourcir pour c'est quand même pas non plus le plus facile. En acheter 4, croyez-moi, achetez-en une qui est vendue par un fabricant français. Vous paierez aisément les 3 ou 4 que vous allez jeter, vous aurez une antenne qui sera vraiment bien taillée et bien efficace. Donc la voiture, comptez entre 25 et 70 euros si vous voulez une antenne extérieure, 25 si vous voulez que le petit module comme ça fonctionne aussi très bien. Pocket Beep, j'ai pas dit, ouais, c'est le même prix qu'au début comme pour un nœud. Une installation fixe, ça dépend de ce que vous voudrez faire. Si vous voulez juste mettre quelque chose sur le toit de la maison, le projet qui va sortir là, on attend des modules qui s'appellent des modules RAC, RAK Automation, qui sont des modules qui sont très très basse consommation. Donc là, vous allez chez, non, je vais pas le dire, chez un marchand qui vend des panneaux, des petits, vous savez, des petites loupiottes là que vous mettez sur les murs qui se rechargent en solaire et qui ont un détecteur de mouvement. Il existe des modules comme ça où il y a deux 18650 à l'intérieur qui sont très largement suffisantes pour offrir une belle autonomie à votre module. Vous enlevez toute la partie électronique de la détection de présence, les LED, vous pouvez tout partir. Vous mettez votre module à l'intérieur. Le boîtier fait 19 euros. Le module rack que vous mettez dedans, par exemple, fait une trentaine, 35 euros. On les a payés en France. Je précise bien, acheté en France ce coup-ci. Donc voilà, vous avez une idée d'un budget, vous mettez ça sur le mur de la maison, vous partez, vous en occupez plus jamais et vous aurez quelque chose qui devrait être autonome à durée de vie de vos 1850. Si vous achetez des vrais 1850, la durée de vie est très longue. Si vous achetez des 1850 sur le même site que les antennes à pas cher, la durée de vie est beaucoup moins longue. Et on va tirer les ficelles. Je voudrais revenir sur quelques éléments qu'a vous a expliqué Célestine et suite à les questions qu'on a discutées avec Jean-Louis tout à l'heure. Effectivement, vous pouvez faire du Meshtastic sur bande radio amateur en tant que radio amateur.
Là, vous n'avez plus les limitations en puissance et vous n'avez plus à prendre en compte la limitation du pourcentage d'émission. Par contre, en tout cas pour nous à Golix, on est très clair là-dessus. Si vous montez quelque chose sur la bande radio amateur, il ne sera pas interconnecté avec le même matériel sur les bandes ISM. Je pense qu'on va être très clair là-dessus. Les gens de Golix, donc il y en a des présents, on va être hyper clair sur un point. On n'incite pas à tricher. Et on fera le maximum pour que les gens qui nous suivent restent dans la partie réglementation. On a eu un échange tout à l'heure avec Jean-Louis, c'est pour ça que je dis viens, on va en parler, Jean-Louis, si tu veux. On fait de l'interconnexion entre le réseau ISM 430 et le réseau sur bande ISM 868. On a, nous, pris la décision d'aider les gens à nommer leur module. Quand vous paramétrez votre module, vous avez ce qu'on appelle un nom court, 4 caractères, et un nom long, je ne sais plus la limite, mais 32 caractères. Le nom court pour nous, quand quelqu'un vient nous voir, on lui dit c'est facile, tu prends les 4 derniers chiffres de la MAC adresse de ton module. Tous les petits modules comme ça, comme c'est des modules qui ont une connectique réseau, ont une MAC adresse. Donc on prend les 4 derniers chiffres de la MAC adresse, et pour nous, c'est ce qu'on appellera le nom court. En termes radioamateurs, c'est ce qu'on pourrait appeler notre indicatif. Donc il n'y a pas de correspondance. C'est-à-dire, moi, je ne cherchais pas un module qui s'appelle 4EED. Mon module, il s'appelle celui de la voiture 1710 et celui-là j'ai oublié, mais voilà un nom à la mort moelle-neu. Par contre, en guise de commentaire, et là je suis pas sur une bande, si on fait d'ISM, on n'est pas sur une bande radioamateur, je peux mettre mon nom de famille, je peux mettre mon prénom. Donc pour moi, je peux aussi mettre mon indicatif radioamateur. Par contre, il n'y a aucune supériorité parce que vous serez radioamateur par rapport à quelqu'un comme Patrick qui n'est pas radioamateur. On est bien d'accord. C'est pas pour nous, on ne veut surtout pas préconiser de faire du croisement réseau. Aujourd'hui, on a de très très grandes discussions sur le choix de la fréquence parce que nous, on a la chance dans nos campagnes, le réseau 868 mégas est encore assez facilement accessible, il n'y a pas trop de bruit. On a quelqu'un qui vient discuter avec nous qui lui est en région parisienne et effectivement, quand il nous montre le spec de 868, c'est une catastrophe. On est bien d'accord. Alors, parce que le 868, c'est aussi une bande qui est utilisée à titre commercial par des prestataires comme les gens qui font du réseau Helium, comme le réseau TTN, le Sync Network, comme de la relève d'appareils d'eau, par exemple, dans certains coins. Je peux en passer plein. On m'a parlé de Portic qui passait aussi sur ces bandes-là. Donc on a bien, nous, en tout cas, aujourd'hui, ça va être défini bientôt de manière un peu plus précise, mais la préconisation qu'on applique aux gens, c'est regarder où on se met. Nous, on a pris un slot 2, on va dire ça comme ça, sans rentrer trop dans le détail, qui nous permettent d'être dans la bande ISM et de ne pas avoir un bout de nos émissions qui sortirait hors bande. Parce que le côté tentant, mais c'est comme pour les bandes radioamateurs, quand vous avez une bande qui est bien prise, le côté tentant, c'est par exemple si on prend 144, 146, d'aller se mettre sur 144 ou d'aller se mettre sur 146. Sauf ce qu'on a pris le temps d'expliquer, et je pense que beaucoup l'ont compris, si ma modulation LoRa qui fait, on va dire en moyenne 125 kg, je pense qu'on est à peu près là-dessus. Si j'émets sur une fréquence centrale qui est de la limite de bande, 869-400, j'ai une partie de ma modulation qui est hors bande. Donc pour nous, c'est hors de question. Enfin, pour moi en tout cas, et j'étais clair dans les discussions, jamais je n'émettrais et je ne préconiserais une émission sur les limites de bande. Ok, on va perdre en efficacité parce il y aura plus de bruit, mais le rôle de Golix, il est vraiment pas de faire de préconiser, même de donner l'idée de pirater. C'est-à-dire que moi, je vais être très chiant là-dessus, mais quand quelqu'un commence à me dire quelque chose, tout de suite, je dis non, c'est pas autorisé. On sait pas tout. Pour l'instant, moi, je m'applique. Le TNRBF, il me donne fréquence de départ, fréquence d'arrivée. Je dois me retrouver entre ces deux fréquences et ne pas dépasser de chaque côté. Après, moi, je suis assez chiant, et en tout cas pour la Loire, ça sera le cas, sur les respects de la réglementation au niveau puissance. C'est-à-dire qu'on a droit à 27 dBm sortie d'antenne. Si on met les antennes à gain, on baisse la puissance du module. Alors ça résultera en plus des problèmes d'économie d'énergie, d'économie du module radio, enfin voilà, techniquement on peut le comprendre. Et le but, il est vraiment pas de tricher, c'est un réseau communautaire, on va pas commencer à dire aux gens faites ce que vous voulez, vous serez jamais contrôlé. En tout cas, pour moi, ça sera vraiment jamais le cas. Et tu vois, Jean-Louis, c'est bien, je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, l'indicatif radioamateur, il peut être cité en guise de commentaire, ce que toi tu appelles de la métadonnée, et tu as totalement raison, mais ça ne sera pas l'indicatif de mon module, tant qu'il est sur les bandes ISM. Après, on prend la décision de remplacer ou de monter un réseau mesh plastique radio amateur
hors bande. Là, par contre, je pourrais mettre 4 ED parce qu'il faut que 4 caractères, donc je pourrais pas mettre le F. Mais là, ce sera mon indicatif radioamateur. Mais il n'y aura pas, enfin, en tout cas, pour moi, il n'y aura pas de croisement entre les bandes. Clair. Et si jamais je peux dialoguer avec l'administration, ce que j'espère de tout cœur, ça sera vraiment, en tout cas pour moi, mon point de vue. Et Patrick, je pense que on va à peu près caler sur Golix là-dessus pour être bien dans les clous. Voilà. Avant de passer la parole à Valentin, sur le stand de la RAD, vous avez du matériel en démonstration. Donc le pont 400-800, un module 400, un module 800. Il y a les mêmes affiches qui sont là, je vais les laisser là si l'organisation est d'accord. Vous pouvez scanner. Les mêmes affiches sont sur la porte d'entrée du salon, vous pouvez les rescanner aussi. Au stand de la RAD, vous avez des petites barrettes de papier un peu cartonnées sur lesquelles vous avez tous les codes QR, donc il y en a même plus que ceux-là, il y en a un de plus. N'hésitez pas à aller. Venez nous rejoindre sur Telegram pour dialoguer parce qu'on est là pour apprendre en commun. On est là pour le bien commun. Et puis voilà. Et Valentin, si tu veux bien nous rejoindre, du coup, c'était pas prévu, mais ça tombe bien. Tu vas nous dire exactement ce que tu as fait, alors sans entrer dans le détail, et surtout comment à peu près tu l'as fait, si tu es passé par l'API, par de la prog. Bon, bonjour à tous. Alors, ça va être difficile de faire une démonstration sur Internet, mais en tant que radioamateur, vous connaissez certainement le site aprs.fi, donc qui, quand on va sur le site, montre une carte de tous les points qui sont sur un APRS. Il n'y avait pas ça, enfin il y avait, mais pas de manière aussi bien pour le réseau Meshtastic. Donc je me suis dit, je vais prendre quelques jours et je recode la même chose, mais pour le réseau Meshtastic. Donc j'ai commencé évidemment à afficher donc, la carte. Et puis après je me suis dit, en APRS, il y a une fonctionnalité importante, un peu oubliée, qui est la transmission de messages entre deux nœuds. Et vu que Meshtastic a aussi cette fonction, je vais aussi rajouter cette fonctionnalité. Donc sur mon site, on va pouvoir voir tous les messages qui sont transmis sur tout le réseau Meshtastic mondial. Il y a également sur le réseau APRS la fonction de télémétrie pour la météo, pour les relevés de batterie, etc. Elle y est aussi sur Meshtastic. Donc j'ai rajouté une page pour pouvoir avoir toutes ces informations. Il y a aussi sur APRS une fonctionnalité pour rajouter des objets, par exemple un accident ou quelque chose comme ça. Eh bien, il y a aussi ça sur Meshtastic, le côté tastic. Et donc j'ai rajouté ça également sur mon site. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que vraiment, il n'y avait aucune personne dans le monde qui avait refait ce genre de site aussi étoffé. Ils se concentrent tous sur la partie cartographie pour savoir où sont les points, mais pas sur la partie transmission des messages et visualisation de tout ce qui peut se transmettre sur ce réseau. Donc, je me suis permis de me brancher sur les serveurs MQTT de Golix et mondiaux pour récupérer toutes ces données, les afficher. En même temps, ça permet de faire du debug pour voir exactement ce qui se passe pour tout ce qui est non affichable, qui communique vraiment entre les deux nœuds. Et donc, ça permet de visualiser tout ça, de déchiffrer quelques trames. Et j'ai mis ça donc en ligne. Donc, on va peut-être le voir. Le projet est tout récent. Je compte l'améliorer donc sur des idées de Fred, donc pouvoir envoyer par exemple des messages depuis la plateforme. Alors, c'est un peu... On court-circuite un peu le réseau Meshtastic, mais on pourrait le faire. Et surtout, pouvoir brancher le module en Wi-Fi ou en port série, un module hardware, directement sur le site pour pouvoir se passer des serveurs MQTT et vraiment fonctionner en local et avoir une jolie interface graphique. Donc voilà, j'ai essayé de le faire à peu près joli, mais par exemple en France, on voit tous les nœuds qui sont visibles. Alors les nœuds rouges, c'est ceux qui n'ont pas donné qui ne sont plus en vie depuis moins de 3 heures. Et si on zoome, on voit donc toutes les infos. Donc les nœuds pleins, c'est ceux qui sont en 868, les nœuds creux, c'est ceux qui sont en 433. Voilà, il y a plein de petites infos comme ceci. Alors du coup, je me permets. Voilà. Ce qui est surtout la partie intéressante, c'est qu'on peut avoir... On peut par exemple avoir tous les messages qui sont transmis sur le réseau FR_balise, donc de réseau Golix, donc qui est affiché. Donc c'est une fonctionnalité qui est sur aprs.fi, qui est tout en haut dans l'onglet messages. Je pense que peu de gens vont dedans parce que peu de gens savent vraiment que l'APRS fait de l'envoi de messages. Mais on a donc tous les messages qui sont transmis. Donc là, sur ce canal, c'est un peu du test, mais on peut avoir des discussions. Donc alors c'est beaucoup du test sur Golix, mais on a beaucoup de messages et ça communique. Donc voilà ma médiocre, mon petit site
Voilà. Donc voilà, sur APRS.fi, on a toutes les balises météo. Là, on a aussi toutes les balises météo, mais statiques, donc mondiales. Alors, il y en a beaucoup moins parce qu'il faut faire l'effort de rajouter un capteur sur son module. Mais voilà. Bon, je vais pas aller plus loin non plus, hein, mais hop, on peut juste montrer combien il y a de nœuds. Ah, je n'arrive pas à... Comment ça marche? Voilà. Il y a environ 11 793 nœuds dans le monde Meshtastic. C'est peu, mais sur certains pays, ça fait beaucoup. Genre, je pense que eux ici, ils sont bien. L'Angleterre, c'est ce que je voulais montrer. Je pense que ça communique bien. Alors, ils sont en rouge parce que peut-être qu'ils ont plus de batterie ou ils existent. Par exemple, si on clique sur un rouge, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était hier à 14h. Enfin voilà, les nœuds existent, il y a pas mal de monde. Et voilà. C'est ma médiocre petite contribution au projet, mais qui permet de vraiment voir comment le réseau fonctionne. Et surtout, l'intérêt, c'était, moi, pour d'autres projets, pouvoir débugger tout ce qui se passe sur le réseau. Donc, qui envoie les paquets, pour qui a relayé, la date, par quoi. Et après, derrière, c'est tout envoyé en binaire. Donc, je voulais juste l'afficher de manière plus jolie, voir vraiment ce qui se passe. Et donc, voilà. Et je peux finir sur une petite page. Hop, ça, il me semble que c'est un joli cas d'école. Oui, c'est celui-là que je voulais montrer. Sur un détail de nœud, on peut avoir, comme sur APRS.fi, toutes les positions d'un nœud. On peut le voir là, et il est passé par ce nœud-là pour être relié. Voilà, c'est tous les petits détails qu'il y a à APRS.fi, je les ai rajoutés. Et avec des graphiques, voilà. Je conclus, voilà, c'est donc le QR code du site est sur les petits dépliants sur le stand de la RAD. Voilà, donc on a pratiquement fini. En tout cas, je remercie Valentin pour son explication. Il a dit qu'il était à mon écoute pour modifier, mais si vous venez nous rejoindre sur le groupe Telegram, il sera aussi à votre écoute pour les améliorations. On est bien d'accord, hein. Donc moi, pour le mot de fin, déjà je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous ai pas endormi, visiblement, pas perdu, j'espère. En tout cas, on est là pour en discuter. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux. J'ai vu que certains venaient de s'inscrire sur le Telegram et ils sont les bienvenus. On aime bien une petite présentation, mais quand je dis présentation, je le dis pas pour toi, Jean-Louis, hein. Mais en général, on aime bien savoir qui cause, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se connecter avec un pseudo qu'on ne connaît pas, donc on aime bien savoir d'où vous êtes, comment vous avez rencontré. Ouais, voilà, mais par exemple, c'est une chose intéressante. En tout cas, merci beaucoup. Pour moi, sauf questions particulières, maintenant je vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est tout à votre écoute. Ça va, je vous ai pas perdu. Si vous n'avez pas de questions, Fred, alors il y a un spécialiste parmi nous des questions cons. Fred, vas-y, pose ta question con. Ah mince, c'est loupé. En tout cas, n'hésitez pas. J'espère vous avoir envie de nous rejoindre pour faire joujou. Ça reste un jeu, ça reste une manière d'appréhender la radio d'une manière différente. On a vu parmi la communauté Golix, alors on parle de Golix, il y a une deuxième communauté qui s'appelle Meshtastic France que vous pouvez trouver sur Facebook. N'hésitez pas non plus à aller les rejoindre, dialoguer avec eux. On n'a pas forcément les mêmes discours sur les terminologies, les choses comme ça. Nous, Golix, sur la région Rhône-Alpes, on va vraiment faire le forcing pour l'étendre. Et j'ai une info qui va faire pétiller les yeux de Patrick. J'entends souvent dans la communauté radioamateur dire « Ouais, mais on voudrait bien monter quelque chose sur un point haut ou à tel endroit, mais on a du mal à rentrer, on a du mal à discuter. » Prenez le temps de parler aux gens de vos projets. On m'a fait une proposition qui m'a forcément beaucoup intéressé. J'ai discuté de ça avec des gens qui gèrent du réseau routier étatique, donc État, c'est-à-dire que c'est les gens les plus durs à dialoguer avec eux. Et en gros, la proposition, c'est de monter mes nœuds Meshtastic Golix sur les panneaux à messages variables entre l'autoroute, entre Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Donc, oser. Par moment, on n'accède pas parce qu'on n'ose pas. Et deuxième point fort, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est une communauté qui n'est pas radioamateur. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a des non-radioamateurs qui deviennent de plus en plus techniques. On a l'exemple de Kevin, même si lui, techniquement, il était très au top. On lui a cassé les pieds pour acheter un VNA. Et maintenant, il fabrique ses antennes, il les teste, il nous partage ses résultats. Et ces gens-là ne sont pas radioamateurs, mais croyez-moi, certains ont des compétences très fortes. Et
Et alors par contre, ceux qui me connaissent bien savent que je suis une vraie sangsue. Et quand je tiens quelqu'un qui veut qu'il passe une licence radio amateur, ces gens-là, faut pas qu'on les lâche, faut qu'on les accompagne à rejoindre notre communauté, à nous, qui est la communauté radio amateur, parce qu'on a tout à gagner à s'ouvrir sur des gens qui sont pas purement électroniques, qui sont pas purement techniques radio. C'est pas grave parce qu'ils ont des choses à nous apprendre et on a beaucoup de choses à leur apprendre. Et souvent, ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont plus que demandeurs de notre apprentissage. Donc on est vraiment sur un aspect communautaire, partage de compétences et intégration de plusieurs communautés au sein d'une seule.